Bonne année 2025 les amis, j'espère que ça s'est bien passé le réveillon pour vous, je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur et de possible et donc en premier lieu la démission d'Emmanuel Macron que je pense être de plus en plus inévitable pour notre président, malheureusement pour lui et heureusement pour nous, à moins bien évidemment qu'il décide de ne plus conserver la forme on va dire classique de la démocratie libérale comme dirait Rudi Reichstadt et que les complotistes par le plus grand des hasards est une fois de plus raison pour la millième fois d'affilée et qui nous sortent un article 16. Mais bon, on n'en est pas encore là. Merci à tous de m'avoir attendu pendant un mois. Vous le saviez pour certains qui me suivent sur les réseaux et qui ont regardé l'introduction de la dernière interview. J'étais en déménagement, j'ai déménagé. Je quitte après 1 an et demi de galère ce salon de 8 mètres carrés pour trouver un espace dont je n'aurais jamais pu rêver pour avoir enfin la possibilité et surtout la liberté de tourner des grosses vidéos. On est en train d'installer un studio au premier qui pourra recevoir jusqu'à 6 invités en plus de moi. J'ai acheté les micros, j'ai acheté une nouvelle table de mixage, on fait les lumières cette semaine et ensuite on pourra être là présent tout le temps. Il n'y aura plus à galérer, il n'y aura plus à enlever le canapé pour installer des caméras à chaque fois qu'on veut tourner. Enfin, on va pouvoir faire toutes ces choses que vous avez financées il y a 1 an et qu'on va faire maintenant dès le mois de février. 1 mois sans connexion internet, c'était compliqué. Cet épisode que vous allez voir là est un épisode qui devait sortir il y a 15 jours. J'y traite de la découverte de ce nouveau gouvernement Bayrou. Mais j'ai décidé de ne pas le modifier, de le laisser en l'état, même s'il a un peu de retard sur l'actualité, pour démarrer l'année comme je l'avais prévu. Et on se retrouve donc dans 2 jours, mercredi, et 2 jours après, vendredi, pour 2 nouveaux épisodes. Tout le mois de janvier, on reste sur du JSPC avec 2 à 4 épisodes par semaine comme on l'a fait en septembre, octobre, novembre. Voilà. Histoire de relancer la machine puisque vous le savez aussi, on a, et ça on en parlera dans le prochain live, la chaîne a connu un énorme shadowban assumé par YouTube entre septembre et octobre, septembre-octobre qui s'est arrêté en novembre. Les vidéos sont tombées parfois jusqu'à 40 000 vues. C'était complètement hallucinant. YouTube avait décidé de supprimer toute forme de recommandation de mes vidéos à des auditeurs tiers. La chaîne ne prenait plus d'abonnés, elle en perdait même quotidiennement, mais aujourd'hui ça y est, on est revenu à un rythme d'abonnement normal et surtout, à part un je crois, tous les derniers épisodes de JSPC sont au-dessus de 200 000 vues. Donc on espère que ça s'est amélioré. Si jamais ça se maintient au mois de janvier, parce que j'ai été absent 1 mois, ce sera probablement arrêté à nouveau au mois de février. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite 3 très bons épisodes, on s'accroche, il y a beaucoup de formats qui sortent à partir du mois de février. Je vous les présenterai dans une vidéo la dernière semaine du mois de janvier. Pour l'instant, je vous laisse avec cet épisode de Je suis pas content. On se retrouve encore 2 fois cette semaine pour 2 nouveaux épisodes. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous de toujours être là. Enfin, je vais pouvoir réaliser tous ces projets que vous avez financés et que votre confiance me permettra de faire. Merci à vous. Bon épisode et à mercredi. Je suis pas content, j'ai manqué le gouvernement. Oui, le gouvernement, le nouveau gouvernement, mais je l'ai manqué. Avec ce déménagement à la con, ça m'a pris 1 mois, donc 3 semaines pour avoir une connexion internet. Merci Bouygues Télécom. Voilà, j'ai même pas eu le temps de l'installer. Bon, il y a pas les JSPC, il y a pas les décors, c'est même pas le studio définitif. Mais voilà, je suis à la bourse sur les collègues et ça me casse les couilles. Putain, vas-y, dis-moi ce que j'ai manqué là, qu'on en crève l'abcès, parce que ça me... la réforme des retraites, voilà, je l'ai dans le... non, il y a pas eu la réforme des retraites. Bon, c'est déjà ça de prix, Voilà, bon, j'ai dû manquer, putain. Oh, la réforme de l'assurance chômage. Et voilà, tout le monde a dû en parler. Il n'y a pas eu non plus. Oui, bon, ok, d'accord, j'ai manqué la réforme des OQTF, le truc de Rotaillot. Ben voilà, je l'ai dans le cul. Ça, je pourrais... Il n'y a pas eu non plus. J'ai manqué un truc quand même. Ils ont fait un numéro vert, une merde peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénoncé. Ah, ça c'est bien ça. Ils ont dénoncé quoi? Un cyclone. Oui, c'est vrai que ça coûte pas plus cher de bien manger. Oui, d'accord, ok. Non, mais en fait, j'aurais pu revenir dans 3 mois, ça aurait été pareil. Non, il aurait peut-être pu être là. Donc, du coup, c'est bel et bien François Bayrou, notre nouveau premier sinistre. Emmanuel Macron n'a pas pris son temps, bande de complotistes. Encore les gens, là, tout ça pour ça, il s'est bien foutu de notre gueule. Emmanuel Macron n'a pas pris son temps. Non, vous ne lisez pas le journal Le Monde. Emmanuel Macron étire le temps. Et puis, il fallait le prendre, le temps, pour que notre leader suprême puisse comprendre ce qui se passait dans ce pays, qui allait pas et qui faisait que les choses n'avançaient pas. Bah oui, parce que Birgit a fait 500 000 € de travaux pour changer la moquette, mais elle n'est pas foutue d'installer un miroir dans la baraque. Donc du coup, il a réfléchi, Emmanuel, et voilà, et il a compris que les Français en avaient marre d'avoir des premiers ministres issus de partis politiques, comme ça, de grosses structures technocratiques, genre les Républicains, qui sont complètement déconnectés de la vie des Français, et il a changé les choses en profondeur. On passe d'un premier ministre
illégitime issu d'un parti à 39 députés à un Premier ministre illégitime issu d'un parti à 33 députés. Si, c'est plus petit. Et puis enfin, on a un Premier ministre qui va nous entendre, voilà. Ah si, il va nous entendre, François Bayrou. Bah, il est équipé pour, il manquerait plus que ça. À ce niveau-là, c'est du parabolique. Après, est-ce qu'il va nous écouter ? Tenez donc, sale gueux, prenez ces oripeaux et zadipes troués pour l'hiver. Ah putain, la publicité vivante pour la guillotine, il restera que les oreilles, l'enculé. Donc, non, allez, soyons pas trop vaches. Il a changé, François Bayrou. En vrai, il a changé. Et c'est bien ça le problème. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas parce que les Français vont voir exactement ce que cette démarche signifie, ce qu'il y a derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière cet hologramme, il y a une tentative qui a déjà été faite plusieurs fois, de très grands intérêts, financiers et autres, qui ne se contentent plus d'avoir le pouvoir économique, ils veulent avoir le pouvoir politique. Qu'à travers Emmanuel Macron, ces grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines, pourquoi ces pages et ces pages de photographies couleurs autour de sujets qui, autour d'histoires qui sont, vous l'avouerez, assez vides. Pourquoi tout ça ? Parce que on a déjà essayé plusieurs fois. Essayé en 2007 avec Nicolas Sarkozy, ça n'a pas très bien marché. Essayé en 2012 avec Dominique Strauss-Kahn. Et ce sont les mêmes forces qui veulent réussir avec Macron ce qu'ils ont raté avec Strauss-Kahn. Après, ce qui est bien avec François Bayrou, c'est que ça déconne peut-être un petit peu sur la forme, mais au moins c'est quelqu'un qui, dans le fond, a compris quels étaient les problèmes de la démocratie française. Le gouvernement passe en force sur tous les sujets. Quelquefois, les socialistes l'y obligent, et c'est bien dommage. Je suis contre le fait que la France soit le seul pays où le gouvernement puisse passer en force. Ouais, quelque chose me dit que cette vidéo va extrêmement mal vieillir. Comme François Bayrou d'ailleurs. Mais non, mais c'est pas pour être méchant, mais au bout d'un moment, putain, il a commencé la vie politique en 1979 avec Raymond Barre. Non mais moi je pense qu'il faudrait établir un principe simple. Je suis pas en mode oui, nouvelle génération forcément. Il faut de la compétence, c'est clair. Mais je pense qu'on devrait établir une règle simple. Dès qu'on a des photos d'un politicien en exercice qui sont en noir et blanc, il faut se dire que la DLC est dépassée. Après, c'est aussi l'avantage de l'expérience. Le mec a côtoyé les plus grands et les plus grandes, des gens qu'on voit plus aujourd'hui, comme Simone Veil. Elle disait quoi de lui d'ailleurs ? Mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, je vois pyramide ou quoi ? Carriériste, menteur, trompeur, hâbleur, esbrouffeur, bluffeur, poseur, traître, facétieux, séditieux, apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur et renégat. Ah ouais, d'accord, ok. Là, je comprends pourquoi Emmanuel Macron l'a choisi. Bah, il a le profil. Enfin, je comprends. Non, je comprends pas d'ailleurs, parce que le jour de sa nomination, tous les médias nous disaient que le rendez-vous qu'il avait eu avec Emmanuel Macron s'était super mal passé. Et nous avons désormais un peu plus de sources, davantage de sources qui nous disent que le rendez-vous entre le chef de l'État et François Bayrou ne s'est pas bien passé ce matin. C'est fou ça, le mec peut pas le piffer, il le nomme quand même. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il fait ça ? Hein ? Il avait pas le choix ? C'est-à-dire, si ce n'est pas lui qui est nommé, Bayrou va dégoupiller. Comment ça, dégoupiller ? À la Wakbar ? Mais je croyais que c'était un apostat. Confie un proche d'Emmanuel Macron au Figaro. Bayrou va péter un câble. Ah oui, SSJ2 carrément. Il est capable de casser la baraque. Il peut très bien dire, je t'ai fait moi, je vais te défaire. Oui, il peut le dire. Mais tout le monde peut le dire, parce qu'il peut rien faire. Si Bayrou n'est pas nommé, il va faire un carnage. Ah oui, c'est carrément Bayrou Breivik. C'est quoi le concept ? C'est une sorte de T-800 en fait. Il a une bombe à l'intérieur, tu la remontes avec les oreilles, elle explose. Après, moi je fais confiance, hein. Il s'y connaît en carnage, Bayrou. Regarde ce qu'il a fait de son parti politique. Et puis on a quand même des archives qui témoignent que Bayrou est capable d'une extrême violence. Et pendant que ce vif échange se prolonge, un enfant fait en douce les poches de François Bayrou. C'est la baffe. Ah ouais, non mais attends, moi j'aimerais pas me prendre ça dans la gueule quand même. Heureusement que les députés insoumis étaient là pour s'y opposer. François Bayrou a violenté publiquement un enfant en 2002. En légitimant cet acte, il a banalisé les violences intrafamiliales. S'il devait être nommé Premier ministre, je voterais sa censure immédiatement. Ah bah dis donc, vous avez quand même le sens des priorités. Putain, y a pas à dire. C'est ça qui vous choque chez François Bayrou ? C'est qu'il ait mis une gifle à un gamin qui lui faisait les poches pour essayer de le remettre un peu dans le droit chemin ? Non mais c'est peut-être le seul truc bien qu'il ait fait dans sa vie. Oui, eh bien c'est un parcours malheureusement un peu
chaotique par lequel est passé Yacine G, aujourd'hui âgé d'une 30aine d'années. Il a été condamné à 10 ans de prison pour trafic d'héroïne et de cocaïne. Ah bah non, autant pour moi, même ça il l'a foiré ce con. Bon après je suis un peu dur, hein. Déjà on ne gifle pas les enfants, et deuxièmement, bon il a quand même été directeur du plan, avec un certain bilan, ou pas. Juste un tout petit détail. Bien sûr. Qui n'en est pas un en fait. Il est commissaire au plan, l'ami Bayrou. Oui. C'est un statut très grand. C'est un statut de ministre. C'est un statut rémunération, c'est un statut de ministre. Ça fait des mois et des années qu'il a à ce poste où il ne fait rien. C'est-à-dire que c'est un emploi fictif pur. C'est scandaleux. Mais on est oui, enfin, mais ça c'est cette république qui est en complète décomposition. Enfin, le plus important, c'est ce qui se passe maintenant. Et il est vrai que François Bayrou n'a pas été épargné, hein, notamment avec le cyclone à Mayotte, où il a été immédiatement au rendez-vous. Et c'est sur ça qu'il faut le juger. J'étais à la réunion de crise avec le président de la République. J'y ai participé de la première à la dernière minute. Voilà, il est resté de la première à la dernière minute. Et ça, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce que c'est ? François Bayrou a quitté la réunion de crise sur Mayotte. Ah d'accord, 20 minutes avant la fin pour se rejoindre son conseil municipal à Pau, manquant ainsi les conclusions d'Emmanuel Macron et ses consignes. Super, donc première intervention, premier mensonge. On démarre fort, hein. C'est quoi le but? C'est de nous faire un speedrun glitchless de la démission? Je veux dire, c'est... Allô, t'es Premier ministre. Oui, ça veut plus rien dire en fait. Premier ministre, c'est le nouveau prof de défense contre les forces du mal à Poudlard. Après, c'est vrai que dès le début du projet, le mec démarre avec la poisse, quoi. C'est le sens du timing d'Emmanuel Macron, quand même. Il nomme son Premier ministre un vendredi 13, et il annonce son gouvernement la veille de Noël. C'est très fort. Enfin bref, il n'y a pas que François Bayrou, il y a toute une série de ministres, hein, d'ailleurs, et c'est eux qui vont bosser, en vrai, donc il faut pas s'inquiéter non plus, hein, on va les faire ensemble, voilà, on va découvrir ça, hein, vous et moi, donc qui on a, tiens, Éducation nationale, ah ça j'aimerais bien savoir, parce que c'est peut-être le truc où François Bayrou a dit le moins de conneries dans sa carrière, hein, l'éducation nationale, donc je serais bien curieux de savoir qui l'a nommé. Alors, c'est, ah, putain, vas-y, mets à jour les inserts, pourquoi j'ai une photo d'Elisabeth Borne? Quoi? C'est dans ce contexte particulier et grave qu'en tant qu'ancienne Première ministre, qui n'envisageait pas de participer de nouveau à un gouvernement sollicité par François Bayrou sur un des défis majeurs pour notre avenir, j'ai décidé de répondre positivement. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. Mais qu'est-ce que tu fous là alors? Non mais c'est pas vrai ça. Après tu te dévalorises un petit peu Elisabeth quand même. Si, genre tu connais un peu le sujet. Tu peux au moins apprendre aux gosses à compter jusqu'à 49.3. Mais je sais par contre combien les questions d'éducation et de formation de notre jeunesse, de son insertion dans la vie professionnelle, de la qualité de notre enseignement scolaire et supérieur et de la force de notre recherche sont des pierres angulaires pour notre nation. Comme ma boulangère, exactement pareil. Sauf qu'elle, elle a pas supprimé 2500 postes d'enseignants et proposé aux parents l'uniforme payant à leurs frais à 200 €. Après, c'est vrai que j'ai quand même un certain respect pour Elisabeth Borne, qui met l'intérêt du pays avant le sien. Elle sait qu'elle n'est pas vraiment populaire, elle accepte quand même d'abandonner une carrière débutante, certes, mais existante dans le mannequinat, pour revenir en politique. Bah oui, c'est pas rien, surtout que elle sait, elle, ce que c'est, de perdre un boulot. On a aussi voulu ne pas basculer tout de suite dans les procédures disciplinaires qui s'appliquent habituellement quand vous êtes soumis à une obligation de vaccination et que vous ne la respectez pas. Donc on a introduit une nouvelle procédure, c'est donc ce qui est dans le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, de suspension du contrat de travail, évidemment sans rémunération. Non mais sérieux, sans déconner, Mamie Vapote, vous avez ressorti Mamie Vapote? Puff Mamie, elle est de retour? Ah, pourquoi pas Gérald Darmanin pour des... Quoi? Nous sommes là pour les Français, et c'est pourquoi je veux dire que je serai toujours, comme vous l'avez été, du côté des victimes. Non, t'es pas du côté des victimes, Gérald. T'es pas à côté. T'es devant les victimes quand elles te sucent. Et de ceux qui les aident. Et jamais du côté des délinquants et des criminels définitivement condamnés. Et Dieu sait que c'est pas passé loin. Heureusement que la Cour de cassation est corrompue. Hein, sinon tu y serais du même côté. Bon, c'est super, hein. Donc du coup, Mamie Vapote, Gérald Darmanin, au moins l'avantage avec Darmanin, hein, c'est qu'on n'aura pas Manuel Valls. Non, sans déconner, je vais me pendre. Jean-Noël, bonjour.
Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue. Ah bah ça, on s'en doute que c'est pas la question qui était prévue. Mais en même temps, je veux dire, un partout, c'était pas non plus vraiment le ministre qui était prévu. Bon, d'un autre côté, avec Manuel Valls, c'est vrai que c'est toujours très difficile de prévoir. Je veux qu'il rende gorge, qu'il perde. Je veux gagner. Je veux être président de la République. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. J'ai depuis toujours le sens de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Et donc, je voterai pour Emmanuel Macron. J'en ai un peu assez. Ce procès en trahison, vous n'avez pas tenu vos engagements, blablabla. Vous êtes l'un des hommes politiques français les plus détestés. Mais comment peut-on dire ça? Si on est honnête, vous abandonnez ceux qui vous ont élu. Quiero ser el próximo alcalde de Barcelone. J'ai dit que quoi qu'il arrivait, je restais à Barcelone. Passi al que passi, quedaré. La vie politique française est terminée. Oui. Si vous échouez à Barcelone, vous arrêtez la politique? Ah oui, c'est un choix de vie. En revanche, la question c'est, est-ce que vous restez à Barcelone? Oui. Vous restez à Barcelone. Oui, la politique française, c'est terminé. Oui. Si vous ratez, vous revenez en France? Non, c'est un choix de vie. C'est un choix personnel, c'est un choix de vie. Quoi qu'il arrive, je reste à Barcelone. Passi al que passi, quedaré. Je resterai au conseil municipal de Barcelone. Soc Barcelone. Quand on fait de tels choix de vie, c'est pas pour faire des zigzags. Espagne, les adieux ce matin de Manuel Valls, 3 ans après sa conquête ratée de la mairie de Barcelone. Est-ce que vous êtes prêt à venir le servir à nouveau, ce pays? Mais je veux pas être ridicule. Moi, je ne suis candidat à rien. Je sais que je ne vais pas répéter ce type de parcours politique. Bon, du coup, on va faire la technique du sparadrap. On va tout faire d'un coup, histoire de pas se faire de mal. Donc, pour résumer simplement, Bruno Retailleau reste à la justice sous les applaudissements des droits tardés. Le Cornu reste en place sous les applaudissements de ses amis. Rachida Dati reste en place sous les applaudissements d'elle-même. Et on a aussi le droit à François Rebsamen, histoire de faire croire qu'on est de gauche. Coucouche Panier du Lâchier pour laisser bosser les humoristes. Et ça, je trouve que c'est bien. Amélie de Montcalin, parce qu'elle a sucé tout le monde. Et Aurore Bergère pour lui éviter la tôle. Quand je vois ça, j'ai vraiment plus trop envie de croire en l'avenir de ce pays, hein, même si à mon avis 2025 nous réservera des bonnes surprises. Mais en tout cas, pour le moment, moi j'en reste aux grandes gloires du passé. Il faut pas oublier que la France, ça a été un grand pays, un pays de culture, un pays de conquête. Et d'ailleurs, je voudrais terminer cet épisode par un petit point culturel, histoire de vous remonter à tous et à toutes le moral, hein, et rendre hommage à ceux et celles qui, justement, jour après jour, eh bien, avec courage, avec acharnement, avec dévotion, avec vos impôts, s'efforcent eh bien, d'essayer de faire vivre, de faire connaître aux jeunes générations les grandes gloires du passé. Rappelez-vous, on est le 1er août 2018 et dans un aéroport parisien rempli de vacanciers, il se passe ça. C'est tout cassé. La vie de ma mère du bas. Il n'en faut pas plus pour qu'Internet s'enflamme face à ce qui s'apparente au plus gros divertissement du rap français. Les coups, les parfums qui volent et puis l'octogone. C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. La brouille entre Booba et Caris est tellement légendaire qu'elle a inspiré une expo à Paris, nommée la Bataille d'Orly. Et malgré les apparences, elle va bien plus loin qu'un simple flashback sur la guerre entre les deux rappeurs. Ça parle d'amitié, de violence, d'intimité, de réseaux sociaux. Donc moi j'étais réalisateur de clips quand j'ai voulu devenir artiste le jour de mes 40 ans. Le premier dessin que j'ai fait, c'était les souvenirs de cette bataille d'Orly. Je pense que ces œuvres, elles parlent de notre société d'aujourd'hui, même si cette bagarre a eu lieu il y a 5 ans. Pour moi, je trouve qu'en 2024, elle est encore plus actuelle. On a le format de la Renaissance, on a les traitements un peu des lumières et des couleurs de la Renaissance, mais on a des chaussures Nike, des chaussures Adidas, on a un aéroport futuriste, une tour de contrôle futuriste. Là, on rentre dans la temporalité dont je parlais, qui est celle des réseaux. Donc c'est une bataille numérique cette fois.
Donc on a au même moment Booba à Miami qui écrit à Caris à Paris sur leur téléphone. Cette sculpture, elle a été pensée un petit peu comme un storyboard de fiction, de film. Et c'est finalement le gros plan qu'on a sur la fresque de la bataille d'Orly où Booba tient le parfum Chanel à l'Eurosport. La troisième temporalité qui est en fait la revanche fictionnée de l'Octogone. On a donc Booba et Caris qui sont en haut de la tour de contrôle octogonale et tous les médias, la foule qui suivent. Voilà, on sent qu'il y a une énergie importante autour de cet événement. C'est fou que les deux ont pris d'aller aussi loin. Et c'est ça qui est passionnant, c'est la limite du risque que tu prends, même de se battre à l'aéroport. C'est complètement incroyable. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On le disait à l'instant, la France est un pays de culture, mais la culture française, ce n'est pas simplement la gastronomie ou les conquêtes militaires, non, c'est aussi la littérature, la grande littérature française. Et afin de conclure cet épisode, je voulais faire quelque chose qu'on fait assez rarement, c'est un petit point culture pour vous informer que, tenez-vous bien, Michel Barnier va sortir un livre dans lequel il racontera ses 3 mois à Matignon. Un livre? Comment ça un livre? Non, une brochure, tu veux dire? Un fascicule peut-être. Mais non, mais ça va pas être très gros, Michel. Enfin, si on met de côté la préface de Bruno Le Maire. En tout cas, moi je suis content de voir qu'on a encore des hommes politiques qui savent s'ouvrir aux cultures du monde. Jacques Chirac s'intéressait à la poterie chinoise et à l'art du sumo, et Michel Barnier s'intéresse au haïku. Enfin, en tout cas, j'espère pour lui, parce que c'est le seul moyen de justifier le format. En tout cas, moi, ça me rend content tout ça, parce que peut-être que pour une fois, une des choses qui pour moi semble importante va enfin avoir lieu. Et j'ai toujours dit que les hommes politiques devaient à un moment ou à un autre rendre des comptes. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir un politicien qui fait son rapport de stage. Je suis pas content!